Voilà, vous avez vu, nous avons été interrompus et nous avons préféré changer de page. Parce que vous savez, les séquelles encore sont là, hein, sur l'autre page. Les séquelles sont là, ils ne veulent pas du tout qu'on vous dise ce qui se passe. La vérité, ils ne veulent pas qu'elle soit sûre. Donc, dès que nous touchons les questions sensibles, ce qui va suivre, c'est que, voilà, c'est le live qui est ciblé, pour ne pas que la vérité soit dite. Vous savez, c'est l'algorithme, hein, c'est des robots. C'est des robots qui suivent. Et donc, quand il y a un nombre élevé de personnes qui dénoncent ou qui signalent le live, l'intelligence artificielle, elle estime qu'il y a eu des alertes et nous ne prenons pas de risques. Donc, nous coupons le live. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut aider l'intelligence artificielle à savoir que c'est le combat entre le mal et le bien? C'est quand vous faites monter les cœurs pour montrer que, et d'abord, une chose que nous vous demandons de faire, c'est de faire des recommandations de la page. C'est-à-dire aller sur la page de recommandation, appuyer la page en disant de manière objective ce que vous voyez sur la page. Ça aide parce que ça fait monter les étoiles. Plus vous venez vous recommander une page, plus cette page a une crédibilité auprès de Facebook et auprès des opinions. Ensuite, ce que vous devez aussi faire, ce n'est pas mettre dans les commentaires les cœurs, mais c'est de tapoter pour que ces cœurs-là montent parce que c'est ce nombre de cœurs-là qui va aussi montrer à Facebook que le contenu là, il est intéressant, que le contenu là, il est bénéfique, que son contenu là, il est positif. Donc, voilà comment l'intelligence artificielle fonctionne. Donc, si vous ne voulez pas que nous soyons interrompus, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Nous n'allons pas vous dire ce que vous devez faire. Vous connaissez mieux que nous ce que vous devez faire. Donc, si vous estimez que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien, alors faites-le savoir. Et si par contre, vous estimez que ce que nous faisons n'est pas bien, là aussi faites-le savoir. Donc, nous ne vous donnons pas de consignes, nous vous rappelons tout simplement, tout en vous informant, l'effet que ça fait. Ne soyez pas des spectateurs amorphes, ne soyez pas des spectateurs passifs. Participez. Voilà pourquoi on parle d'interactivité. Réagissez. Faites savoir ce que vous voyez. Aussi, si vous voyez que nous nous sommes trompés sur une partie, corrigez cette partie afin que si nous ne voyons pas le rectificatif, mais que les auditeurs et les spectateurs puissent voir, surtout les spectateurs, les faits spectateurs, qu'ils puissent voir le rectificatif que vous avez apporté au direct. Si par contre, ce que nous disons, vous trouvez que c'est vrai et que vous-même vous avez des éléments qui peuvent appuyer cela, faites-le aussi dans l'interactivité. Parce que cela nous a permis quand même d'asseoir notre défense et d'expliquer à Facebook que ce que nous faisons, c'est bien. Que contrairement à ce qui a été dit, ce que nous faisons, c'est bénéfique. Ce que nous faisons, d'ailleurs, c'est un relais à ce que font les médias. Donc, faites-le. C'est bien que vous fassiez ça dans les commentaires, mais faites aussi monter, faites tapoter pour que ces cœurs montent parce que c'est ce qui sécurise le live. Je pensais avant que c'était une stratégie de communication de la part de ces blogueurs, mais avec le temps, et pour avoir fait quelques échanges et quelques renseignements, avoir pris quelques renseignements, quelques cours sur justement l'algorithme et sur Facebook, comment ça fonctionne, voilà pourquoi nous sommes arrivés là et nous vous partageons cette information. N'abusez pas par contre des cœurs. Si vous appuyez plusieurs fois les cœurs, Facebook pourrait suspendre votre compte ou le restreindre parce qu'on va estimer que vous êtes en train de faire ce qu'ils appellent le clickbaiting, c'est-à-dire que vous êtes en train d'abuser parce que vous avez un intérêt à ce que ce contenu-là soit populaire, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes tout simplement, donc vous faites une fréquence, vous envoyez les cœurs, vous laissez d'autres aussi, vous êtes plus de 500 à regarder. Et d'ailleurs, vous êtes même au-delà parce qu'il y a une compression du nombre de vues. Donc, actuellement, vous êtes des milliers à regarder, mais c'est que Facebook, dans sa façon de calculer ce qu'il regarde, il se limite à 517. Donc, ça, on en parle là. Mais donc, pour revenir à ce qui s'est passé, c'est que quand Sadiba a été justement arrêté, qu'est-ce qui s'est passé pour revenir au contenu? Quand il est arrivé dans la nuit du 21 au 22, à partir du Maroc, il est rentré, après avoir communiqué, comme nous l'avions dit, avec son chef hiérarchique, donc Maurice Sanda Kouyaté, il revenait pour régler une question, un problème d'argent. Vous savez, le Cuba, où il réside, est un pays sanctionné par les organisations internationales, en particulier par les États-Unis. Depuis
depuis très fort longtemps, le Cuba fait partie de ces pays sanctionnés financièrement, mais aussi politiquement. Vous savez que c'est quand monsieur Barack Obama est venu au pouvoir qu'il a ouvert les relations entre le Cuba et les États-Unis, mais ça n'a pas été de longue durée et ce ne sont pas toutes les sanctions qui ont été levées contre ce pays. Donc, déjà, pour faire des transferts d'argent vers ce pays-là, il y a cette restriction qui fait que c'est difficile. Ça, c'est rien. Maintenant, il se trouve encore que la Guinée est sanctionnée financièrement sur certains aspects qui rendent le transport des fonds vers d'autres pays, même si c'est des pays qui ne sont pas du tout sanctionnés, difficile. Donc, il s'agit de deux sanctions qui s'abattaient sur la Guinée qui rendent le transfert de capitaux vers cette ambassade qui en a besoin, donc pour son fonctionnement, le budget de fonctionnement, mais aussi les frais d'entretien de cette ambassade, mais également pour les étudiants et les Guinéens se trouvant dans ce pays. Il s'agissait de trouver cette solution. Et lui, Sadiba, donc, après avoir frappé à toutes les portes, après avoir tenté de régler le problème au téléphone, il a décidé qu'il allait venir en Guinée faire d'une pierre trois coups. La première, il vient, il rencontre son chef hiérarchique pour régler ce problème. La deuxième des choses, il essaie encore de retrouver son ami qui ne décrochait plus ses appels et donc certains du CNRD haut gradé qui avaient considéré qu'il était une sorte de paria. Et la troisième, profiter de cette fête de Tabaski, la faire en famille et de rentrer parce que il est allé à l'étranger là-bas, mais il avait laissé sa famille derrière parce qu'il estimait qu'il partait en mission. Donc, après avoir échangé avec Maurice Sanda et après avoir respecté les procédures en la matière, sauf c'est peut-être cette autorisation dont il parle, cette autorisation officielle, mais qu'il avait pu quand même avoir ces échanges écrits, certains par SMS et des emails. Il est venu dans cette nuit du 21 au 22 et ce qu'il avait fait, c'est que cela coïncidait avec l'arrivée du nouveau président du Sénégal à la personne de son excellence Diomaye Faye. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il ne va pas perturber le protocole, il ne va pas se rendre à la présidence pour rencontrer le président de la transition. Par contre, il va aller rencontrer son hiérarchie. Il commence d'abord par rencontrer le civil, qui est Maurice Sanda, qui sous lequel il dépendait. Celui d'ailleurs qui connaissait l'objet pour lequel il venait. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est qu'il était allé voir aussi le chef d'état-major Ibrahima Sory Bangoura bis. Il est allé le rencontrer. Donc, le fait qu'il soit allé rencontrer ce dernier montrait qu'il n'était pas venu en clandestinité, il n'était pas venu sur la pointe des pieds. Retenez bien cette partie-là, parce que dans les éléments que nous allons tout à l'heure mettre à votre disposition sur ce qui s'est passé à la présidence et ce qui s'est passé au haut commandement de la gendarmerie, de quoi il s'agissait, écoutez bien cette partie-là pour comprendre. Donc, quand il est arrivé, il a rencontré Maurice Sanda. Pas au téléphone, il a d'abord avisé, ce dernier l'a accueilli et a exprimé sa disponibilité pour aller le voir. Il est allé voir encore le chef d'état-major Ibrahima Sory, à qui il a rendu compte, il a exprimé d'ailleurs de manière très courtoise et de manière très chaleureuse. Les deux ont eu un échange, un tête-à-tête très bien, très spécial. Ensuite, il est revenu encore pour faire un entretien de travail. Cette fois-ci, pas que lui et Maurice Sanda, mais lui, Maurice Sanda et deux autres civils responsables financiers, à la fois au niveau du ministère, mais aussi au niveau de l'ambassade. Donc, 4 personnes se sont assises et ces 4 personnes ont fait une réunion de travail sur l'objet pour lequel il était venu, donc la mission pour laquelle il était venu. Ils ne se sont pas limités à faire cette deuxième rencontre-là, cette fois-ci à 4. Ils ont eu une deuxième rencontre à 4, donc qui constitue 3 rencontres entre lui et Maurice Sanda. Et c'est lors de cette troisième rencontre que les 4 se sont entendus sur une formule qui pouvait régler le problème, donc qui permettait à ce qu'ils transfèrent l'argent en toute sécurité, mais en toute simplicité. Donc, la mission pour laquelle Sadiba était venu, avait été accomplie en grande partie. Il ne restait que maintenant qu'à soumettre l'entente, ou bien disons la formule qu'ils avaient trouvée pour transférer l'argent, dont je ne parlerai pas ici.
Donc, il fallait soumettre cette proposition-là. C'est justement en soumettant cette proposition-là que Maurice Sanda était allé à la présidence et c'est là que s'est passé ce qui s'est passé. Donc là, vous devez savoir, vous qui êtes intoxiqué au niveau de l'opinion, que lui, Sadiba, n'était pas arrivé en clandestinité. Il était arrivé après avoir signalé et notifié à son hiérarchie sa venue. Il a rencontré ces deux personnes-là, donc le ministre, le moine en charge des affaires étrangères, mais aussi le chef d'état-major à qui il est venu, il a rendu compte. Ça, il faut que ce soit su, donc il n'était pas en clandestinité, contrairement à ce qui a été dit. Maintenant, quand il a été arrêté, et qu'il y a eu toutes les charges contre lui, entre autres, vous aviez vu désertion à l'étranger, détention d'armes, rébellion, toutes ces charges-là. Finalement, lors du procès, toutes ces charges ont été écartées, sauf deux charges. La charge qui est celle de la sûreté de l'État, mais aussi la charge de détention d'armes de guerre. Écoutez bien cette partie-là, parce que c'est extrêmement important que l'opinion aussi sache sur quelle base il a été condamné et cette condamnation également, il s'agit de quoi. Donc, les deux charges-là qui avaient été retenues, le juge avait estimé que parce qu'il y avait 4 ou 5 charges, il avait balayé il avait rejeté les 3 autres charges, ne retenant que les 2. Et sur les 2, il avait estimé qu'il n'y avait pas de rébellion parce que, en tant que tel, même s'il n'avait pas respecté la procédure en la matière, mais qu'il y avait urgence, à ce niveau-là, il était à moitié fautif, mais qu'au niveau de la détention d'armes, oui, ils avaient trouvé une arme dans sa maison. Mais là aussi, il faut que nous expliquions deux choses très importantes. C'est que avant l'arrestation de lui, parce que la rébellion, c'est quand il y a eu cet échange musclé, enfin pas musclé, cet échange qui a semblé être une sorte de désobéissance au président de la transition, mais également chef suprême des armées, que ce ton sur lequel il s'est adressé à son ancien ami n'était pas un ton amical et que donc c'était un manque de respect à l'égard de l'hiérarchie et que pour cela, il était fautif. Donc, comme j'ai dit, c'était léger, c'est une condamnation qui était discutable. Maintenant, sur la condamnation de détention d'armes et de résistance, parce qu'ils disent que son armée, que sa garde avait résisté, il s'agit de quoi? Lorsque il y a eu cette altercation verbale, entre guillemets, entre lui et Mamadi par le canal de Maurice Sanda, immédiatement, Mamadi Doumbouya a ordonné à ce qu'il y ait une unité pour aller l'arrêter. Mais cette unité, qu'est-ce qui a été annoncé à lui, à Sadiba? C'est que le président de la transition, voyant le climat, a décidé lui-même de venir chez Sadiba à Kountia afin d'avoir un entretien avec lui. C'est ce qui a été dit à l'unité qui était de garde, donc à la sentinelle qui était à la maison de Sadiba, pour dire le président de la transition vient chez vous. Et qu'est-ce que la procédure veut? Lorsque l'aide de camp appelle une unité, n'importe laquelle, pour dire que à cet endroit, par exemple, prenons un exemple très simple. Lorsque Mamadi venait au niveau de Bambeto pour la pose de pierre au niveau de cet échangeur, il y a des unités qui sont à côté. Entre autres, cette unité qui est au niveau de la gendarmerie ou la CNS et tout cela. Lorsqu'un président vient au niveau d'un territoire ou au niveau d'une zone donnée, tout ce qui est unité au niveau de cette zone doit se désarmer, c'est la procédure militaire, pour ne pas que celle qui constitue sa sécurité se voit être en danger. Tout cela, c'est pour éviter qu'il y ait une infiltration et que lors de cette réception, qu'il y ait quelqu'un avec une arme et que cette arme soit chargée. Il peut arriver qu'il puisse avoir des armes, mais toutes les armes doivent être déchargées. Ça, c'est une forme que nous devons savoir, nous civils, que c'est comme ça la procédure. Donc, lorsque cette information a été envoyée à lui, Sadiba, mais aussi à sa garde, toute sa garde s'est désarmée. Et comment ça se fait? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'ils ont leur procédure pour aller mettre les armes à quelque part, un endroit où on appelle cantine. Cette cantine, il y a une appellation que je ne vais pas utiliser ici parce que on saura qui est en train de me donner les informations, mais on va dire la cantine. Donc, ils prennent tout ce qu'ils ont comme ration, ils mettent ça dans une cantine, et cette cantine-là, elle est informée à l'unité qui vient, donc celle qui est chargée de la présidence, pour dire que le terrain est sécurisé, donc le terrain est libre.
le président peut venir. C'est comme ça que ça se fait. Donc, dire qu'il y avait eu résistance ce jour-là, il s'agit d'une manipulation d'opinion. Il n'y a pas eu de résistance parce que sa garde était informée que c'est le président de la transition lui-même qui venait. Il venait rencontrer son frère et que par conséquent, même si ce n'était pas ça, pour ne pas risquer sa vie, la garde savait qu'elle n'était pas en mesure de résister à ça. Donc, elle avait obtempéré en mettant à disposition tout ce qu'elle avait comme munitions. Donc, il n'y a pas eu de résistance. Il n'y avait pas de raison, justement, qu'il y ait ces tirs ces coups de feu cette nuit-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit ça à Sadiba pour que Sadiba soit sur place, pour ne pas qu'il bouge, mais on a dit ça aussi à son unité pour qu'il pense que c'est des amis qui venaient chez eux, alors qu'en réalité, la consigne qui avait été donnée, c'était d'aller l'arrêter, je ne vais pas employer le terme, ou vif. Je ne vais pas employer le terme, mais vous savez très bien parce que on estimait qu'il allait résister. Lui, en bon militaire, et ayant aussi un informateur au sein de cette unité qui doit venir, l'a appelé pour lui dire qu'on t'a informé que le président de la transition venait chez toi, mais en réalité, c'est pas lui qui vient, c'est une unité qui vient pour ton arrestation. Donc, fais en sorte de sécuriser le terrain, fais en sorte de mettre à l'abri ta garde pour ne pas que ta garde soit exposée. Donc, ils doivent se mettre en position visible, à distance, pour qu'on sache que ils ne sont pas du tout en une position d'hostilité. Donc, le terrain est favorable. Il a donné cette consigne-là à sa garde, qui s'est mise à découvert et qui ne s'est pas mise dans une position compromettante. C'est un peu comme, vous savez, la police, dans les pays développés, on dit que quand vous êtes fait pull-over, c'est-à-dire que qu'on vous a arrêté, qu'on vous a, comment ils appellent ça en français, lorsque vous êtes arraisonné pour contrôle, on dit de mettre les mains sur le volant pour que les mains soient visibles, pour ne pas qu'on pense que vous êtes en train de faire un geste pouvant mettre à risque l'unité qui veut vous contrôler. Donc c'est la même chose aussi. Au niveau aussi de l'armée, il avait donné cette consigne, mettez-vous à découvert, ne vous mettez pas dans un endroit obscur et faites en sorte qu'on sache que vous n'êtes pas du tout en train de résister sur quoi que ce soit. Cette consigne, Sadiba l'avait donnée avant de prendre le terrain, avant d'utiliser le terrain. C'est le terme qu'on utilise. Vous avez même vu, comment s'appelle, Diakité, comment s'appelle, Toumba Diakité, il avait employé ce terme. Donc, il avait utilisé le terrain. Il a pris ses dispositions pour ne pas qu'on le trouve là parce qu'il avait su qu'on venait lui pour l'éliminer, contrairement à CV. Donc là, l'opinion doit savoir qu'on avait tendu un guet-apens à Sadiba et que ce qui était visé, c'était en réalité de venir l'éliminer sur le terrain sans même l'arrêter, mais aussi éliminer sa garde. Donc, l'information qui avait circulé n'est pas celle qui avait été prouvée. Donc, quand il est allé au niveau du haut commandement, sachant très bien que entre aller au niveau au niveau du comment on appelle sa fonction, au niveau là où se trouve son poste à lui, au lieu d'aller chez son ami Ibrahim Sori, comment ça s'appelle, j'ai perdu le terme là rapidement, au lieu d'aller vous voyez, j'ai un blanc rapidement. Bon, au lieu d'aller au niveau de ministère, donc son hiérarchie militaire, ou bien d'aller au niveau de Ibrahim Sori, comment ça s'appelle? Vous voyez, je suis en train de perdre ce terme. Au lieu d'aller là-bas, il a préféré aller à la gendarmerie, état-major, merci beaucoup, l'état-major. Au lieu d'aller à l'état-major, au lieu d'aller, parce que aller à l'état-major, on pourrait penser qu'il va là-bas pour aller peut-être prendre le contrôle, parce que ce qui a été dit, c'est qu'il était en train de fomenter un coup, et donc s'il se dirigeait vers là-bas, on pouvait penser qu'il partait pour aller prendre le contrôle de l'état-major, ce qui n'était pas le cas. Donc une des raisons pour lesquelles il est allé au haut commandement de la gendarmerie pour aller lui-même se rendre à Bala Samora et expliquer ce qui s'est passé. Donc, quand on l'a arrêté et quand on l'a mis devant les juges, cela est revenu pour dire que non seulement sa garde avait fait acte de rébellion, ce qu'il a expliqué que cette garde était déjà informée de l'arrivée, donc il s'était déjà désarmé, il n'y avait pas d'armes. Maintenant, s'agissant d'une arme qui avait été trouvée chez lui, parce qu'on avait dit qu'on avait retrouvé, donc détention d'armes, de soustraction et détention d'armes, tous ces termes ont été employés. Donc, il explique qu'effectivement, on avait trouvé une arme dans une des chambres,
mais que cette arme, il s'agit d'une Kalachnikov. Donc, si j'emploie le terme, l'intelligence artificielle pourrait capter cette partie-là, mais il s'agit de ce que vous savez, une seule qui était chez lui, et cette chose en réalité appartenait à qui? Elle appartenait à une de ses gardes qui a été affectée quelque part. Je pense qu'il devait aller dans les jours à venir ou qui était déjà parti, mais sans que la procédure soit faite. Et donc, puisqu'il partait, lui, Sadiba, craignant qu'on considère que ce dernier est parti avec une arme, alors que à son lieu d'affectation, il pouvait trouver là une arme, il a dit, moi, je vais garder ton arme ici. Toi, tu peux partir. Mais lorsqu'il y aura contrôle, nous allons rendre cette arme-là. Donc, il s'agit d'une seule. Il s'agit aussi d'une appartenant à quelqu'un d'autre. Et il avait aussi signalé cela pour expliquer que moi, je ne suis pas du tout responsable de cela. Moi, ma responsabilité, ça a été au fait que c'est un de mes éléments qui a été affecté ailleurs. Mais pour ne pas qu'il prenne la route parce qu'il partait dans des conditions un peu difficiles, n'avait pas de moyens. Donc, il était affecté, mais il n'était pas parti avec tous les moyens. Et donc, il avait dû rester cette arme-là derrière. Donc, je pense qu'il devait prendre un taxi. Et puisque vous connaissez avec la nouvelle réforme, un militaire ne doit pas circuler avec des armes. Donc, lui, il a estimé que puisqu'on n'avait pas affecté un véhicule de service pour l'amener à ce lieu d'affectation, il a laissé l'arme derrière. Et lorsque d'autres partiraient dans un véhicule, cette fois-ci appartenant à l'armée, qu'on allait lui apporter son arme. Donc, cette arme dont il s'agit, pour laquelle Sadiba a été condamné, il ne s'agit pas d'un arsenal, comme on le prétend. Il s'agit d'une seule. Et cette seule n'est pas capable de renverser un régime, ça c'est sûr, n'est même pas capable de résister à un régime. Ça, vous devez tous savoir cela et comprendre que Sadiba avait été piégé et ce qui a été dit est contraire à ce qui s'est passé est contraire à ce qu'on est en train de vous dire. Donc ça, cette partie-là, elle est extrêmement importante. Maintenant, lors de son procès, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on l'a confronté à toutes ces questions-là, qu'il y a eu ce tour d'horizon, cet échange entre lui et le juge, finalement, c'est cette seule charge-là qui a été retenue contre lui et c'est sur cette base d'échange où on dit qu'il a fait un acte de rébellion, enfin, qui est discutable, mais aussi pour dire que son armée avait résisté. Donc, tout ce tintamarre, tout ce brouhaha que vous avez vu cette nuit-là, où ils sont venus tirer partout, c'était tout simplement pour faire croire que sa garde avait résisté, alors que, comme je vous ai dit, cette garde était déjà informée que c'est le président qui venait, et donc, il devait suivre la procédure et qu'il ne devait pas du tout résister. Donc, il n'y a pas eu de résistance. Lui qui a utilisé le terrain est allé se rendre, contrairement à ce qui a été dit, qu'il a été cueilli. Donc, tout ce vacarme qu'ils ont fait ce jour-là, j'essaie de trouver le terme, toute cette destruction qu'ils ont faite ce jour-là sur les portes, ils ont défoncé des portes, ils ont cassé des choses. Tout cela n'avait pas lieu d'être parce que le concerné avait utilisé le terrain et déjà il avait fait en sorte que ceux qui étaient là soient dans les dispositions à accueillir cette délégation, entre guillemets, qui devait venir, ou cette unité qui est venue justement pour les prendre. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Quand il a su que la condamnation devait tomber et que de toutes les façons, il devait partir, 3 choses, il les a demandées. Au niveau justement de ce procès-là, il dit la première des choses, ne faites rien à cette garde. Parce que cette garde que vous voyez là n'a fait que jouer son rôle. C'est une sentinelle. Vous savez, en ma qualité d'ancien chef d'état-major, il faut qu'il y ait une certaine sentinelle pour ma famille, pour ma maison et pour moi-même. Et que, quoi que vous allez mettre sur moi comme charge, épargnez ceux-là. Ne leur faites rien. Libérez-le. Et pour ce qui, moi, me concerne, je me remets au bon Dieu et je me soumets à tout ce que vous ferez votre cours pour ma condamnation. Ils vont se poser des questions, comment nous sommes en train d'avoir toutes ces informations-là, mais je vous dis les faits tels qu'ils se sont produits et vous allez comprendre parce que après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dernière fois quand j'avais fait mon live, j'ai dit, je ne devais pas m'exprimer jusqu'à savoir que l'information s'est éparpillée sur plusieurs personnes pour ne pas qu'on puisse retrouver la source. Ensuite, les gardes qui étaient encore
entre leurs mains, il fallait s'assurer qu'ils ont été libérés pour ne pas que ma sortie puisse être considérée comme étant relative à leur présence. Donc, il a fallu qu'on le laisse pour faire une diversion. Et là, ils les ont ramenés. Il faut que vous sachiez que malgré le fait qu'ils soient remis à leur famille, ils les ont encore ramenés. Et c'est de nouvelles charges que le procureur a encore intenté contre ces 5 gardes. Tout cela parce qu'ils ont pensé que dès que ces derniers sont sortis, ils ont contacté Tola et que ce sont eux qui ont dit avec exactitude ce qui s'est passé alors qu'il ne s'agit de rien. J'ai d'ailleurs plusieurs informations sur lorsqu'ils sont allés à la maison centrale, mais je ne les donne pas parce que plus je donne les informations, plus on saura c'est quoi la source et comment est-ce que nous sommes en train de procurer des informations. C'est de manière graduelle que nous vous donnons certaines informations parce que lorsque la panique s'empare justement de cette gente-là qui n'a plus de sérénité, il faut que nous venons ici pour vous informer ce qui se passe, plus particulièrement cette armée qui commence à entendre, qui commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Maintenant, vous avez campé tout cela et vous avez compris que ce jour-là, il a été condamné, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et c'est là où les choses sérieuses commencent. Il a été condamné, radié, d'abord dégradé et radié. Ceux qui sont auteurs et qui savaient que leur mission n'était pas arrivée à terme, donc ils ne sont pas arrivés au bout de leur mission qui consistait de l'éliminer, ont estimé que si on le gardait, il y a toujours un risque. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il a fait. On ne sait pas quels sont ses complices, selon ce qu'ils veulent dire. Donc, ils ont voulu l'amener parce qu'ils savaient qu'avec cette condamnation légère, 2 charges sur les 5 retenus, et sur cette condamnation de 5 ans, on pouvait faire appel, et quand on fait appel, peut-être que la peine pouvait être réduite à 1 an, et 1 an avec 6 mois peut-être de sursis, et 6 mois en prison. On estimait que d'ici la fin de la transition, lui, il pouvait se retrouver en liberté, et que puisque il jouit d'une certaine popularité et que les gens commencent à voir l'injustice qui s'abat sur lui, il fallait le cuisiner. Il fallait d'ailleurs aggraver son cas et impliquer d'autres qu'ils veulent encore mettre dans leur escarcelle, c'est-à-dire des responsables de la société civile, entre autres le FNDC, ensuite des leaders politiques, entre autres Cellou Dalein et Sidya Touré, mais aussi l'ancien président de la République, M. Alpha Condé, que d'ailleurs, à mes yeux, il est le président le président de la République. Il ne faut pas dire de lui ancien parce que comparativement aux deux, et j'assume ce que je suis en train de dire, ça n'engage que moi, comparativement au CNRD, Alpha Condé est plus légitime que le CNRD. Donc, Alpha Condé est le président de la République parce qu'il n'a pas démissionné. Donc, sachant cela, il fallait trouver un alibi pour présenter ça à son ami Erdogan et dire, tu vois, tu es en train d'héberger quelqu'un qui est en train de déstabiliser le pays. Sadiba est allé le rencontrer, je parle des accusations. Sadiba est allé le rencontrer, il est venu laver l'ancien chef d'état-major au Maroc, donc Namouri, et c'est justement là qu'intervient cette réunion dont je suis en train de vous parler tout à l'heure. Mais avant cela, continuons pour dire qu'il a été pris, au lieu d'être envoyé au niveau d'une prison où il devait commencer à purger sa peine, on envoie Sadiba à la présidence, donc au palais Mohamed V, pour commencer sa torture. On le torture, là, inutile de revenir pour ne pas encore raviver la plaie, pour ne pas encore mettre le couteau dedans. Nous allons vous épargner cette partie-là. Lorsque Sadiba a fait passer, il y a eu panique. Parce que l'objectif, ce n'était pas de l'éliminer en tant que tel pour certains. L'objectif, c'était d'avoir cet enregistrement vidéo au cours duquel il va dire ce qu'il a à dire, et c'est là justement qu'il fera la 3e doléance. La première, c'était de ne pas souiller sa réputation d'homme militaire, qui n'a pas trahi le pays, qu'on ne le colle pas cela, quand il était en train de subir son procès. Il a dit d'épargner sa garde, parce que sa garde n'en est pour rien. Et la 3e, il dit pour rien au monde, lui en sa qualité d'homme qui a servi le pays de manière loyale, il ne voudrait pas du tout qu'on lui colle sur la peau qu'il a trahi son pays et qu'il a trahi son serment de militaire. Avant de rendre l'âme, voilà encore les 3 choses qu'il a réitérées. Et c'est vraiment avec beaucoup de peine que je vais parler de cette partie-là. Parce que ce militaire que vous avez tous écouté là au début du live, très éloquent, très instruit, très mesuré,
mais surtout très intègre, se retrouve à être lui le méchant parmi tous ces méchants. C'est-à-dire que lui qui n'a pas accepté de marchander son serment, qui n'a pas accepté de déroger à la règle, qui n'a pas voulu s'éterniser au pouvoir, qui n'a pas voulu qu'on sorte du cadre initial qui est celui du rétablissement de l'ordre en écartant un président qui a voulu tenter un troisième mandat, qui n'était pas en train de bien gérer le pays. Lui qui a été instrumentalisé et induit dans cette erreur, voulait rectifier en disant attention. Nous sommes des militaires, nous avons pris un engagement, cet engagement, nous devons le respecter. Et donc, ce jour-là, que lui, il voit qu'on veut lui coller toutes ces ignominies, n'a pas aimé cela et il a demandé comme dernière chose qu'on ne souille pas sa progéniture et sa réputation. Vous voyez combien de fois ne le faites rien, libérez-les. Et pour ceux qui, moi, me concernent, je me remets au bon Dieu. Voilà. Quelqu'un a dit ça. Quelqu'un a dit ça, Diallo Mustafa, ne le faites rien, libérez-le. Et pour ceux qui, moi, me concernent, je me remets au bon Dieu et me soumets à tout ce que vous ferez, votre cours. Ok, il n'a fait que répéter ce que j'avais dit. Il a répété ce que j'avais dit. Ok, je comprends. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait accès à cette information et qui est en train de confirmer ce que nous avons dit. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ce qui s'est passé ce jour-là, avant que monsieur, justement, ne rende l'âme. Et quand il a rendu l'âme, comme j'ai dit, les Mamadis étaient en train de faire la fête à Cancan. On a appelé Mamadi pour lui dire, finalement, l'opération s'est mal terminée et que lui, il est décédé. Mais puisque ça s'est passé à la présidence, ça engage Mamadi et ça engage son secrétaire, donc Amara. Et c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant et je voudrais vraiment que vous écoutiez attentivement cette partie-là pour démêler le vrai du faux. Il y a eu audition de Mamadi, dit-on, il y a eu audition d'Amara, dit-on, il y a eu arrestation de Amara, dit-on. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que nous avons fait notre direct, après que nous ayons eu à faire notre direct, pour faire simple, certaines organisations, certaines ambassades se sont manifestées pour demander à ce qu'il y ait une enquête indépendante pour savoir ce qui s'est passé. Parce que n'oubliez pas, Sadiba a bénéficié d'une formation marocaine, il a bénéficié d'une formation française, il a bénéficié d'une formation américaine pour ne se limiter qu'à ça. Et dans le cadre de ce qu'il avait fait comme entrevue, la relation de l'armée guinéenne et l'armée marocaine, il jouissait aussi d'une certaine connexion, d'une certaine proximité avec cette armée marocaine qui a aussi estimé qu'elle a été peinée d'apprendre qu'un élément sur lequel il y a eu tout cet investissement. D'où tout ceci, on demandait à savoir ce qui s'est réellement passé. Quand je dis tout ceci, je ne parle pas de ces trois-là. Je parle de toute l'opinion qui a compris, surtout après avoir écouté et qui a vu la célérité par laquelle il y a eu cette arrestation, il y a eu ce jugement expéditif, puis il y a eu aussi cette mort soudaine, puis il y a eu cet enterrement, sans qu'on ait fait une autopsie. Donc, connaissant qu'il allait y avoir un rapport qui devait être fait, lui qui était responsable de la présidence, donc le secrétaire de la présidence, Amara, a été celui qui a été envoyé au niveau qui a été mis au devant pour qu'il s'exprime. Et c'est là où c'est intéressant, justement. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a une réunion au niveau du haut commandement de la gendarmerie, mais ce n'est pas là-bas qu'Amara a été interrogé. Amara a été auditionné à la présidence, séance tenante, et les enquêteurs qui sont venus devaient avoir ce rapport, parce que c'est ce rapport-là qui doit être joint au rapport d'autopsie pour dire, voilà ce qui s'est passé, et c'est dans ces conditions qu'il y a eu cet arrêt, voilà ce que nous avons tenté de faire, nous avons tenté de réanimer, quand on a vu qu'il ne respirait plus. Donc, tout cela est consigné dans un rapport. Tout ceci doit être endossé par le responsable, donc celui qui est le chef du salon, c'est Amara. Et donc, Amara devait être celui qui devait s'exprimer. Donc, il a fait ça avec des enquêteurs que je ne veux pas nommer ici pour qu'on sache la source. Je ne vais pas être très exact, mais sachez que cela s'est passé à la présidence, pas au haut commandement. Maintenant, qu'est-ce que Amara faisait au haut commandement? Après cette audition à laquelle Amara s'est soumis, malgré le fait qu'il s'est dit
que je ne suis pas le responsable. Ceux qui ont mené l'interrogatoire, c'est des éléments des forces spéciales, donc qui sont sous l'autorité de Amara. Il ne faudrait pas du tout, moi, me jeter dans la gueule du loup et me faire endosser la responsabilité. Voilà pourquoi, au début du live, je vous ai dit que la relation Toumba-Dadis est en train de se répéter. Lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, on avait voulu livrer Toumba Diakité comme étant l'unique responsable de tout ce qui s'est passé. Toumba Diakité n'a pas aimé cela et il a voulu rétorquer en faisant comprendre que je ne suis pas le seul responsable. Et c'est justement là encore que je fais une autre pause pour expliquer que Mamadi voulait effectivement venir chez Sadiba le soir de cet échange, mais que des éléments lui ont dit, rappelle-toi que c'est la même chose que Dadis avait faite quand il avait voulu aller raisonner son aide de camp, mais quand il est venu, il a eu la malheureuse surprise de trouver que cette procédure n'avait pas été respectée, donc désormais ceux qui étaient là, voilà pourquoi lui, Toumba, avait profité pour dégainer sur son président, donc le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc la même chose encore qui s'était produite ce jour-là pouvait se produire à Kountia, et donc on a dissuadé à Mamadi d'aller là. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, allons donc envoyer une unité pour aller l'arrêter. Et ça, c'est que je suis en train de vous dire là, personne d'autre ne vous le dira pour le moment parce que personne d'autre n'osera de vous le dire. Et c'est de sources très bien introduites et vous allez voir d'ailleurs qu'à chaque fois que je fais un live, vous allez voir la répercussion. Comme j'ai dit, ils ont pris les éléments là qui avaient été libérés et donc déchargés de toute poursuite. Ils les ont ramenés pensant que c'est eux. Voilà pourquoi je reviens à la charge pour leur montrer que ce ne sont pas eux, parce que si c'était eux que nous voulions protéger, on aurait pris un peu du recul. Donc, on va encore rébelloter et donner encore plus d'informations pour qu'ils sachent que ce ne sont que des innocents qu'ils ont là-bas et que ceux qui sont en train de donner les informations sont avec eux au niveau même du palais. Et je le dis sans gêne, je le dis sans crainte. Donc, continuant, c'est que au niveau de cette audition qu'il fallait mettre pour juste respecter la procédure, Amara n'a pas aimé le fait qu'on le fasse porter le chapeau, alors qu'il n'est que le secrétaire de la présidence. Il n'est pas le président. Le président était en train de faire la fête à Cancan. Et donc, s'il faut l'interroger, celui, d'abord, pour le fait que ce soit lui qui a donné les consignes, mais deuxièmement, pour le fait que ce soit son unité, donc le groupement des forces spéciales, qui ait conduit cet interrogatoire jusqu'à ce qu'il y ait eu, justement, cette bavure, qu'il faut appeler ainsi, donc cette bavure. Qu'est-ce qui s'est maintenant passé au niveau du haut commandement dont les gens en ont parlé pour dire il est auditionné, il est ceci. Il y a eu audition, comme j'ai dit encore une fois, mais c'était à la présidence. Ce qui s'est passé, c'est une peau de banane que j'ai, hein. Ce qui s'est passé au niveau du haut commandement, c'est une réunion de sécurité. Cette réunion de sécurité n'avait pas connu que la présence de lui Amara ou bien la présence de lui Bala Samora. Il s'agit d'autres éléments que je ne vais pas citer ici pour ne pas avoir plus de précision. Ils se sont retrouvés pour discuter des failles. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que Sadiba quitte le Cuba, il vient au Maroc, et d'aucuns disent qu'il quitte le Cuba d'abord, qu'il aille en Turquie, sans qu'on puisse savoir, donc sans que le protocole puisse être informé. Ça, c'est selon leur dire. Comment se fait-il? Il quitte la Turquie, il revient au Cuba, il quitte le Cuba, il vient au Maroc, qui s'installe là au Maroc sans que là également que le protocole de sécurité soit informé. Comment se fait-il il s'embarque dans un avion et que le manifeste de cet avion soit envoyé à l'aéroport? Qu'on sache que cet officier, et non des moindres, est dans un avion alors que quand il sortait, consigne avait été donnée qu'il ne rentre pas dans le pays, en tout cas de sitôt. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout cela ne puisse pas être respecté? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Quelles sont les complicités dont il a bénéficié? Et que désormais, lorsqu'on aura situé les responsabilités, désormais, qu'est-ce qu'ils doivent faire en termes de sécurité pour ne pas qu'une telle chose puisse se produire? Donc, voilà la réunion qui s'est passée au niveau du haut commandement de la gendarmerie, dont les gens parlent pour dire que Amara avait été auditionné là. Non. Il s'agissait d'une réunion technique de sécurité entre eux là-bas pour tirer les leçons, mais aussi prévenir éventuellement ce qui pour bon. Ils ont parlé aussi d'autres choses. Comment maîtriser cette fuite qui est en train de la faire, mais à ce niveau, moi, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires pour ne pas qu'on estime que nous sommes en train de se la couler en douce. Donc, comprenez, vous qui êtes en train d'écouter ce live-là, c'est ce qui s'est passé.
Maintenant, au niveau du deuxième point, sur les points à l'ordre qui est encore le live, dès que nous sommes en train d'aller vers un autre endroit, donc allons sur les Bisbee. Est-ce que vous êtes toujours en train de m'écouter? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça passe? Est-ce que le live ne s'est pas arrêté? Parce que je vois ici 1057, ça s'est arrêté là. Est-ce que les commentaires aussi ne montent plus? Est-ce que, voilà, c'est ça le truc, parce que les commentaires ne montent plus, hein. Donc, je ne peux pas savoir si le live là, il est actif. S'il n'est pas actif, je ne peux pas savoir parce que tout s'est arrêté. OK. S'il vous plaît, il faut continuer à partager. FNDC Ndita dit ça. Le masque dit oui. Durasso dit oui. OK. Donc, vous continuez à m'écouter. Vous continuez à me suivre. Le troisième point qui est au niveau des divers. Je vais revenir, mais après, il y a un pula. Pourquoi me voulez donc confort, me voulez non que des pula. Me voulez non live go joni tamolo. Mo écouter ton donc kala mo tay famal ko mi yow do ko mi ñoggi nan to en do mi yewta en nder pulal taw ngal no weli fi ya famu ngol. Donc troisième point, il s'agit de cette Bisbee. Il y a actuellement une Bisbee, une grosse Bisbee. Vous avez suivi Amara qui était venu à ces états généraux de l'agriculture, si je ne m'abuse, où les gens sont en train de parler de ce qu'avait dit M. Baouri et tout ça là. Sortons de cette diversion. L'autre fois, nous avons dit que la curiosité est un vilain défaut, mais que la naïveté est à la fois un vilain défaut, mais un défaut qui est très laid. Vous savez pourquoi? Parce que certains d'entre vous aiment croire à ce que vous voulez. C'est-à-dire que il suffit que vous entendez Amara arrêtez pour que tout le monde se mette à dire Amara arrêtez, Amara arrêtez. Personne ne fouille pour savoir si c'est vrai. Et donc, finalement, vous êtes en train de jouer le jeu de CNRD. Le CNRD qui veut occuper les esprits, qui veut faire croire que vous, population, n'agissez pas. Attendez, nous allons régler le problème et finalement, vous allez voir un beau matin comme ce qui s'était passé le 5 septembre. Vous allez vous lever, vous allez trouver que nous avons réglé ce problème à votre satisfaction. C'est ce qu'ils font. Vous avez vu Amara, il était assis, d'abord il a fait cette apparition où ils ont attendu à ce que tous ceux qui sont blogueurs, tous ceux qui sont communicants, qui ont des pages, tous ceux-ci se sont exprimés pour dire il est arrêté, il est arrêté. Ils font exprès de faire monter la farine. Eux-mêmes d'ailleurs, ils participent à faire propager ces rumeurs, ces fausses informations. En donnant ça sous forme de fuite, ils utilisent certains éléments qu'ils font passer comme étant des indices au sein, des tops pour donner les informations alors qu'il ne s'agit de rien. Vous avez vu ici, quand il y a agitation, quand il y a supputation, quand les gens sont en train de jubiler, notre page est calme. Pourquoi? Parce que nous connaissons leur jeu. Nous savons ce qu'ils font. Et ce que nous vous demandons ici, vous qui êtes communicants, faites beaucoup attention. Ne faites pas le jeu du CNRD. Soyez jaloux de votre crédibilité. Vous avez vu, la presse actuellement, elle est malmenée, elle ne parle plus. Donc, il nous revient à nous de combler ce vide et d'assumer l'intérim. Comment nous devons faire? Agissons avec dextérité. Faisons le recoupement des informations et ne nous précipitons pas. C'est-à-dire, c'est bien beau de venir dire dans la foulée, j'ai entendu tel, j'ai appris tel pour faire, pour communiquer là-dessus, parce que c'est ce qui plairait à d'autres. Non. N'allons pas sur ce qui plaît à nos auditeurs, à nos abonnés. N'allons pas sur ça. Allons sur ce qui peut être bénéfique à l'ensemble de la communauté. À savoir, quand il y a une information, ne nous précipitons pas. Parce que le plus souvent, c'est une peau de banane qui nous est glissée. Nous allons dire ce qu'ils ont voulu qu'on dise, et après, ils vont sortir pour montrer et dire, bon, comme l'histoire du chat et de la souris. C'est-à-dire que ça se joue, ça montre, ça fait ceci, ça occupe les esprits, puis après, ça vient pour dire, vous voyez, on s'est joué d'eux. Ils sont en train de vous raconter des salades. C'est pas vrai. Je n'ai pas été arrêté. Il ne s'agit absolument de rien. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont fait fuiter l'information, qui ont donné à ceux-là qui ont gobé à l'information, entre guillemets, et qui ont communiqué là-dessus. Donc, faisons beaucoup attention. Et vous qui avez des pages qui ne parlaient pas, mais qui écrivaient, parmi vous, il y en a qui sont des journalistes. Parmi vous, il y en a qui sont des enquêteurs. Parmi vous, il y en a qui sont des investigateurs. Ce qui arrive parfois, quelqu'un peut dire, cette information ne paraît pas être crédible. Mais lorsque vous tombez dans le piège et que vous partagez, ça va amener d'autres à croire parce qu'ils vont dire,
même tel a partagé, même tel en a parlé, et donc par conséquent, si tel l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit qu'actuellement, l'information, elle est complètement verrouillée. Ils font exprès parce que moins nous savons, et moins nous pourrons agir. Plus nous savons, et mieux nous pouvons agir. Donc, ils font tout pour nous rendre, en fait, dans une bouteille, nous maintenir dans le noir, pour qu'on ne puisse pas savoir. Actuellement, je vous dis, il y a une forte tension au sein de l'armée. Il y a une forte tension entre les quatre, parce que après Sadiba, la prochaine cible, c'est lui, Amara. Et Amara, justement, il va faire la même chose qu'avait fait Sadiba. C'est-à-dire que la tension, elle est là, elle couvre. On va lui dire pour le bonheur, pour la quiétude, pour la bonne marche de la transition, tu dois montrer le contraire de ce qui est en train de se passer. Donc, tu dois dissimuler la réalité. Entre autres, il va sortir, il va parler, il va rassurer, il va faire des sorties. Vous allez voir des images où il se colle bras dessus, bras dessous. Ils vont montrer tout cela. Mais rappelez-vous, la même chose Sadiba l'avait faite. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, qu'on parle de Sadiba au passé. Donc, Amara, cette partie-là, elle te concerne. Tu sais que je ne suis pas fan de toi. Je vais te tutoyer, parce que je sais que ce live-là, si tu n'es pas dans le live, tu le verras. Jusqu'ici, tout ce que je vous ai dit, quand je dis je ne parle pas là de l'organisation Le Frappe, je ne parle pas de ceux qui sont derrière là, on parle d'homme à homme. Comme j'ai l'habitude de faire lorsque on atteint un virage ou bien une étape cruciale dans la bataille. Il s'agit d'un combat. Et dans ce combat, c'est pour qu'il y ait la démocratie. Dans cette lutte que nous sommes en train de faire, l'élément commun que nous avons, c'est le pays. Vous avez porté la tenue, ce qui montre que vous êtes plus patriote que nous, sur la forme, parce que vous avez accepté de prendre votre vie et de l'exposer pour la sauvegarde du pays. Mais vous n'êtes pas plus patriote que nous. Vous n'êtes pas plus engagé que nous. Quand je dis vous l'armée, vous n'aimez pas le pays plus que nous. Mieux d'ailleurs, nous aimons le pays mieux que vous. Ne soyez pas heurtés de cette vérité. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous le faisons pour le bien de la population, contrairement à vous, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est clair que vous êtes détourné de la mission d'origine. Aujourd'hui, il est clair que c'est la débandade, que c'est le sauve qui peut. Aujourd'hui, il est clair que l'engagement du 5 septembre n'est pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et vous êtes conscient de cela. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un règlement de compte entre vous. Aujourd'hui, il est clair que ce que vous avez dissimulé pendant toute l'année 2023, lorsque nous étions en train de dire « dites la vérité, dites la vérité, dites la vérité aux Guinéens et dites-leur ce qui se passe aujourd'hui ne fait l'ombre d'aucun doute. » Vous avez vu aujourd'hui Sadiba, il était comme nous et nous serons comme lui. Mais vous risquez de subir pire que ce que lui a subi. Lorsque nous avions parlé à vous pour vous dire « ressaisissez-vous », on ne nous avait pas écouté. On nous avait pensé que c'était tout simplement du charabia. On nous avait traité de tout. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. La prochaine cible, c'est toi, Amara. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'il s'agit d'une programmation. Cette programmation, il faudrait que Farhana puisse récupérer son pouvoir. Ce pouvoir-là qu'ils ont estimé qu'il avait été arraché en 85, donc il y a 40 ans bientôt. Vous n'allez pas vous en sortir, toi et Mamadi. Mais puisque toi, tu es plus facile à parler pour le moment que Mamadi qui pense qu'il a tous les pouvoirs entre ses mains, nous allons essayer de te parler, toi, pour que tu puisses entendre. Souviens-toi, lorsque ton père est décédé ici, quels sont les honneurs qu'on avait accordés à ton père? Alors qu'il avait occupé la fonction qu'il avait occupée, il avait servi le pays plus que vous, toi particulièrement. Est-ce qu'on avait fait un deuil? Est-ce qu'on avait fait une sorte de cérémonial pour marquer l'empreinte de l'homme qu'était ton père, malgré tout ce qu'il avait fait? Évidemment que non. Parce que ton père avait joué un rôle contre les narcos. Et aujourd'hui, tu sais très bien que tu es en collaboration avec un narco. Tu le sais très bien. Le limogeage du chef du service de renseignement, ça découle de quoi? Parce que ça fait maintenant plus d'une année. Il s'agissait ni plus ni moins que d'une information qui avait fuité sur le partage de cette quantité-là qui n'était pas la totalité qui avait été déclarée.
quand il y a eu cet raisonnement de ce bateau. Tu le sais mieux que moi et tu es bien placé pour savoir ce que je suis en train de dire là. Ce que je peux te conseiller, pas un ami, parce que comme j'ai dit, tu sais que je ne suis pas ton fan, je ne suis fan d'aucun d'entre vous. Depuis ta lettre où tu avais dit que le changement du nom de l'aéroport était une décision souveraine et assumée, assume ta souveraineté dans cette bêtise. Excuse-moi de l'expression. Ce que je suis en train de dire là, j'espère que tu prendras au sérieux parce que je suis en train de te donner en même temps une information, mais langage codé, que toi, tu sauras déchiffrer parce que tu sais de quoi il s'agit. Après avoir éliminé celui qui n'était pas en phase avec vous, tu es la prochaine. Parce que en réalité, tu es la proie la plus facile. Aujourd'hui, on va te faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé sur Sadiba. Et aujourd'hui, tu es haï, on va dire. Parce que c'est toi à chaque fois qu'on fait parler et c'est toi qui fais les choses à la place de Mamadi. En réalité, c'est toi qui fais le sale boulot. De la même façon qu'on a fait faire le sale boulot à Sadiba. Lorsqu'on aura fini avec toi, tu ne seras que l'ombre de toi-même. Au mieux, on pourrait te coller un procès, on te fait rapporter tout, on t'enverra à Photoba, il n'y aura plus rien, absolument rien. Alors il est temps pour toi de prendre ta responsabilité. Je ne suis pas en train de te soutenir, contrairement à ce qu'on avait fait pour Sadiba, pour ne pas qu'on dise à chaque fois, mais ce n'est pas un bon signe que je m'adresse à toi de cette façon-là, tu le sais très bien. Je sais le nom de code que vous avez sur moi, le magicien, le marabout, parlant de moi. Appelez-moi tout ce que vous voulez. Dites même que c'est le propriétaire de la boule de cristal. Dites que c'est lui-là. Vous savez, vous avez intercepté un échange que j'ai eu avec un entre vous par rapport au bateau. Le premier que nous avions fait exprès pour dire que si ce bateau-là venait, que c'était pas bon pour vous, vous êtes tombé sur le piège. Nous savions très bien que cette ligne était une ligne. Écoutez, mais il fallait vous empêcher à l'époque de procéder à ce contrat de bateau. Ce que nous avions dit à l'époque, ce n'était pas du tout vrai. Et aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas vrai. Et vous voulez négocier maintenant ce bateau. Mais le mal est déjà fait. Parce que vous êtes en train d'aller sur tâtonnement. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant que vous interceptez certains de nos échanges? Vous pensez que ces personnes-là avec lesquelles nous échangeons, que nous ne savons pas que ces personnes-là roulent pour vous? Alors, débarrassez-vous de ces personnes-là. Le poteau rose a été démasqué. Faites mieux. Ce que vous avez fait là, c'est trop léger. Vous pensez que c'est de cette façon-là que vous pouvez nous attirer sur vos filets? Vous faites vraiment rire, sincèrement. Mais le plus ridicule dans tout ça et le plus triste, c'est lorsque, à chaque fois que vous planifiez quelque chose contre nous, c'est finalement sur vous que ça retombe. Vous avez vu le climat aujourd'hui que vous avez. Vous n'arrivez même pas à payer ces militaires. Voilà, justement, pour ne pas faire de la monotonie, allons sur cette affaire de cette compagnie minière. Je ne vais pas la nommer. Mais vous connaissez tous. Il s'agit de quelle compagnie? Pour vous montrer le manque de sérénité. Pour vous montrer combien de fois, contrairement à ce qu'ils sont en train de vous dire, nous sommes sereins, nous ne reculons pas, ma main ne tremblera pas, ceci, cela. Il n'y a pas de sérénité. Sinon, comment comprendre qu'on vante sur tous les toits, qu'on présente ce contrat signé comme étant le contrat du siècle, qu'on dise que tout l'espoir du pays repose sur ce contrat, et qu'on dise que nous avons atteint une position de non-retour, et qu'on sache très bien que c'est une loi faite et inscrite dans les règles administratives mais minières, que la sécurisation des sites miniers appartient à la fois de manière conjointe à la compagnie, mais aussi à l'État. Mais que cette façon conjointe aussi implique encore une autre joint venture entre la police et la gendarmerie, et dans certains cas même des militaires pour la sécurisation de ces sites miniers. Vous le connaissez mieux que moi. Et vous connaissez que par manque de moyens, par manque d'équipement, vous avez autorisé, voire même vous avez donné consigne à cette société-là d'importer elle-même, de faire sa commande d'équipement, donc de ces engins roulants,
pour que vous mettiez en place cette brigade qui doit sécuriser cette minière. Vous connaissez tout ça là, ça c'est pour l'opinion. Et vous connaissez très bien que ce qui s'est passé à Sengelin, lorsque des citoyens s'en sont pris aux installations de cette compagnie-là, donc un prolongement de cette compagnie-là, vous avez vu la nécessité de sécuriser ces sites parce que vous avez vu les pertes subies par le projet. Vous tous, vous avez convenu qu'il fallait importer ces véhicules-là dans un moindre délai, mais aussi procéder à la formation et à la constitution de cette unité mixte police et gendarmerie. Vous le connaissez très bien, jusqu'ici tout va bien. L'importation de ces véhicules s'est faite en respectant la procédure douanière, donc ces véhicules sont arrivés et ils ont été exemptés du dédouanement, déclarés comme étant des véhicules destinés à telle entreprise mais destinés à tel site. Vous le connaissez très bien. Et que c'est justement avec votre accord que ces véhicules sont allés pour subir les transformations qui faisaient que ces véhicules-là pouvaient être adaptés à la mission pour laquelle ils ont été importés. Mais lorsque les travaux sont finis, toujours puisque vous êtes dans une panique, dès que vous avez vu ces véhicules-là avec la peinture militaire, vous avez paniqué. Alors, chers concitoyens, chers abonnés, sachez qu'au moment où je suis en train de vous parler là, ce contrat tant vanté est au cœur d'un scandale, au cœur d'une tourmente entre l'État guinéen et les compagnies et les pays qui sont les pays d'origine de cette compagnie-là. L'Australie, l'Angleterre et j'en passe. Comment comprendre que, après avoir fait toute cette démarche, après avoir estimé que ce contrat-là est celui-là qui va sortir la Guinée de son bourbier, que la gente panique tout simplement parce que des véhicules importés ont été transformés, peints sur une couleur qui ressemble à celle des forces, et qu'on procède à une descente musclée comme si on venait récupérer des malfrats et qu'on procède à la cueillette de ces véhicules, mais aussi au personnel. C'est incompréhensible, c'est-à-dire que c'est le comble de la bêtise et c'est le comble du manque de sérénité. Là encore, vous allez vous en prendre au personnel là-bas et penser que, voilà, c'est le personnel qui a contacté Tola, puisque Tola avait travaillé pour cette entreprise-là. Faites tout ce que vous voulez. Alors, chers abonnés, ceci n'est qu'une preuve, n'est qu'un signe qui montre le manque de sérénité. Mais ça va encore retomber sur le CNRD, ça va vous coûter très cher. Parce que ces employés que vous avez envoyés à la DPJ, ce garage que vous avez, dont je ne dirai pas la nationalité d'origine de celui qui a le garage, que vous avez arrêté estimant que cette compagnie veut accompagner un mouvement d'humeur qui se fera bientôt au sein de cette armée. Vous connaissez très bien de quoi je suis en train de parler. Mais dites la vérité. Ne vous en prenez pas à ces compagnies minières. Ne vous en prenez pas à XY. Nous sommes revenus à cette époque des complots. Au temps de Sékou Touré, il y a eu combien de complots? Il y a eu pas moins que 15 complots. Pas moins. En 10 ans ou en 20 ans, il y a eu pas moins de 15 complots. Complot des enseignants, complot des femmes, complot des commerçants. Et parlons justement de commerçants. Vous n'avez pas voulu nous écouter, vous, opérateurs économiques. Vous n'avez pas voulu comprendre ce que nous sommes en train de dire. Le prochain live s'adressa à vous. Vous qui êtes en train d'aider le CNRD pour tout simplement sauvegarder vos intérêts. Le prochain complot, c'est le complot justement des opérateurs économiques. Après avoir voulu fomenter ce complot-là de l'armée, qui voulait le renverser, le complot de maintenant de ces compagnies minières, qu'il faut sculpter à la loupe, qu'il faut surveiller de plus près pour savoir ce que... Comment comprendre? Et ça, j'essaye de regarder toutes les logiques et tous les scénarios illogiques possibles. Une compagnie minière qui n'est pas qu'en Guinée, qui est d'ailleurs l'une des compagnies leaders dans le monde, qui est aujourd'hui vantée comme on l'a vanté, l'espoir de la Guinée, qu'on puisse accuser cette compagnie-là de fomenter un coup contre le pays avec 11 ou 10 pick-up, une dizaine de pick-up. Vous avez pu comprendre ça? Une compagnie qui risque gros sur le marché mondial, qu'on dise que d'ailleurs elle est même associée
Ne serait-ce que parce que si Sengeleng a été attaqué sans que la sécurité ne puisse réagir, c'est parce que cette compagnie ne voulait pas qu'on dise que sa sécurité, ses éléments de sécurité ont procédé, ne serait-ce que à la blessure de certains citoyens. Des gens qui ne veulent même pas qu'on leur colle cela sur la peau. Comment ceux-là peuvent se permettre d'être dans une activité, dans une, j'essaie de trouver l'expression, dans une entreprise de déstabilisation d'un pays. Il faut être le CNRD, il faut être aussi incertain, aussi, est-ce qu'il y a le mot, est-ce que ça existe, manque de sérénité, est-ce que insérénité, ça se dit? Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, le CNRD nous a montré, en tout cas pour ceux qui peuvent voir, que ça, c'est le comble. Bon, je vais m'arrêter là pour ce live, je vais revenir avec un troisième live tout à l'heure, peut-être sur l'autre page pour voir si c'est juste le live qui a été attaqué mais qu'on n'a pas encore signalé la page. Donc je vous reviens cette fois-ci en poulard.